Commencer. Je suis ravi de vous accueillir sur un sujet qui n'est pas forcément évident, comme ça, de prime abord. On se demande un peu ce que signifie le Sales Enablement, à quoi ça correspond dans la pratique pour les entreprises et pour les forces de vente et les forces commerciales des différentes entreprises. Donc, on va essayer dans un premier temps avec Nathalie David de vulgariser le concept avant d'intervenir en tant qu'entrepreneur. Donc j'espère que Jean-Alexandre Grunielius de Rotelec pourra se connecter tout à l'heure pour nous donner son point de vue, mais on a aussi avec nous donc Monsieur Buckman de la Caisse d'épargne. Donc c'est intéressant parce qu'il nous donnera son approche et surtout un regard sur un secteur qui est un secteur commercial à part entière, qui est l'offre de services bancaires. Donc après, il nous expliquera tout ça. Et moi, je vous parlerai de mes deux précédentes expériences, puisqu'avant d'être le délégué général de la Fédération de la vente directe, j'ai géré des entreprises, et notamment les deux dernières, l'une en vente directe, donc en vente à domicile, pour des produits cosmétiques, et la précédente aussi, parce que ça me semblait intéressant de partager avec vous mon expérience du e-commerce, puisque j'ai pendant très longtemps développé, géré une entreprise de e-commerce, ce qui nous permettra d'avoir un spectre plus large, sachant que j'espère que Jean-Alexandre pourra se joindre à nous parce que lui, il représentera plutôt l'habitat, ce qui nous fera un spectre assez large. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Nathalie qui va essayer de nous mettre dans le contexte du Sales Enablement. Merci Nathalie. Merci beaucoup Frédéric. Donc, je me présenterai rapidement. Je suis enseignant-chercheur à l'EM Strasbourg en marketing et comportement organisationnel. Et mon focus de recherche se situe à la jonction en fait, entre ces deux grandes disciplines. Donc, un sujet qui m'intéresse notamment, c'est le management des équipes de vente et notamment l'échange d'informations, la coopération au sein des équipes de vente. Avant de venir, peut-être juste rapidement, avant de venir au monde académique, j'ai occupé différentes positions en marketing management dans différents grands groupes en France et en Suisse et aussi en étroite collaboration avec les équipes de vente. Donc, le concept de Sales Enablement, en fait, bon, c'est un terme anglais. En français, on dirait peut-être support à la vente ou facilitation de la vente, mais c'est un terme qui n'est pas vraiment idéal. Donc, on va conserver peut-être Sales Enablement, qui englobe en fait évoque en fait plus de choses. Donc, on peut dire que c'est l'ensemble des mesures qui permettent d'accroître l'efficacité des équipes de vente à chaque étape du processus de vente ou du parcours du client. Et donc, ça comprend en fait différents éléments, par exemple la formation. Donc, la formation des équipes de vente, aussi bien sur des éléments on va dire plus techniques, donc les produits, les marchés, les typologies de clients, par exemple, que le développement de soft skills. Donc, comment conduire un entretien de vente, comment s'adapter à différents types de clients, par exemple. Ça englobe la mise à disposition de contenu, d'informations, donc dans le but en fait de donner accès aux commerciaux à des informations ciblées, spécifiques, pour pouvoir préparer, par exemple, un entretien de vente, une visite chez un client ou identifier un prospect. Donc, ça peut aussi être, par exemple, donner accès à des données de navigation en ligne, hein, de prospects, de clients. Le Sales Enablement, en fonction des définitions, comprend aussi un volet organisationnel, donc l'optimisation organisationnelle, avec l'idée en fait que différentes fonctions doivent contribuer au succès de la vente. Donc, un sujet qui est souvent évoqué, c'est bien sûr la collaboration entre le marketing et la vente. Donc, comment cette collaboration peut être optimisée pour pouvoir vraiment donner accès aux ressources dont les équipes de vente ont besoin pour bien faire leur travail. Et enfin, un quatrième élément également important, bien sûr, c'est tout ce qui est équipement matériel des équipes de vente et aussi équipement en logiciel, type logiciel CRM, système de management de connaissances, pour, encore une fois, avoir accès au contenu pertinent aux différentes étapes du processus de travail des équipes de vente.
Donc l'idée, c'est vraiment que les différentes fonctions de l'entreprise participent, contribuent en fait au support de la vente pour qu'elle puisse bien faire son travail. Voilà un petit peu la définition que je donnerais de façon un peu plus détaillée. Après, ce que je vous propose, si certains d'entre vous ont des questions, c'est plutôt d'utiliser la conversation. Mais évidemment, à la fin, on va essayer de se réserver quand même 5 minutes pour échanger. Et je propose de passer la parole à M. Buchmann pour nous donner son expérience. Alors, pour tout vous dire, être transparent avec vous, on a préparé une série de questions qu'on peut tout à fait se poser, mais plus globalement, M. Buchmann, si déjà vous pouvez nous parler un petit peu de l'impact que les outils, tout ce que vous avez pu mettre à disposition, l'impact sur la clientèle déjà, qu'on parle un peu des clients. Merci beaucoup. Déjà, bonjour à tous. Donc, je suis Guy Buchmann. Je suis actuellement le directeur des caisses d'épargne du Bas-Rhin. Bas-Rhin, il y a 60 agences, une équipe de 300 collaborateurs. Donc, j'ai le plaisir de diriger actuellement cette belle équipe. En introduction, tout à l'heure, vous avez dit quelle est la manière dont la banque s'inscrit dans la logique commerciale? Alors, oui, absolument. Une banque est une entreprise commerciale. Une entreprise commerciale un petit peu particulière, puisque ses clients, qu'ils soient particuliers, qu'ils soient professionnels, nous amènent à des contraintes qui sont bien spécifiques. Une réglementation, une contrainte bien spécifique. Alors, contrainte, il y a bien évidemment dans l'ensemble des métiers. Je pense dans la banque un peu plus. Alors, je sais bien que le banquier est parfois décrié par sa manière d'aborder les aspects commerciaux. Parfois, j'entends dire « Oh là là, vous n'êtes que des vendeurs, vous cherchez à faire des actes ou des petits traits. » Alors, si je confirme que la banque est une entreprise commerciale, la banque est surtout une entreprise de conseil commercial, puisque l'ensemble de nos clients sont à la fois particuliers, professionnels, ce qui nous engage et ce qui nous oblige à être extrêmement pointus dans la manière dont nous accompagnons nos clients. Alors, est-ce que je continue? Je vous parle des différents... Non, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est qu'on voit les questions et puis une par une, comme ça chacun participe. Alors, Jean-Alexandre n'est pas là, donc je vais me faire son porte-parole. Donc, juste pour préciser, donc Jean-Alexandre Grunielu, c'est le président du conseil de surveillance de la société Rotelec qui propose notamment des chauffages à inertie en vente directe. Et lui, son regard par rapport donc au comportement d'achat des clients et sur les éventuels changements, il est assez simple et assez clair en fait. Pour lui, le parcours, avant même qu'un consommateur devienne client, le parcours prospect a énormément changé. Il nous dit que les méthodes de génération de leads se sont complètement digitalisées, c'est-à-dire que pendant des années, on a effectivement pu obtenir des nouveaux prospects plus ou moins chauds en faisant du porte-à-porte, par exemple, ou en les rencontrant sur des salons, ou en ayant en tout cas un contact direct et humain, et qu'aujourd'hui, cette génération en tout cas dans son cas, pour l'entreprise Rotelec, ces prospects-là sont complètement digitalisés. C'est-à-dire qu'on n'obtient plus de nouveaux clients sans passer par le digital dans le cas de son entreprise. Il précise aussi que pour lui, les clients sont surinformés. Le niveau d'expertise est beaucoup plus élevé. Ça, on le voit, je pense que c'est multisectoriel. C'est-à-dire que les clients, aujourd'hui, quand on est face à eux, ont déjà un niveau de connaissance relativement élevé. Alors, plus ou moins précis, plus ou moins technique. Parfois même, le client va croire qu'il est plus technicien que le technicien, mais en tout cas, il a un niveau de connaissance qui est beaucoup plus élevé. Et donc, le client, souvent, avant de s'adresser à la marque, avant de contacter la marque, a déjà largement documenté son approche et a une idée assez précise de ce qu'il veut. Et dans le cadre de l'entreprise Rotelec et globalement de l'habitat, en fait, le client va apprécier les simulateurs en ligne, par exemple, les livres blancs, les avis clients, les offres. Donc, il va avoir besoin d'une forme de connaissance et d'information avant achat. Voilà pour le cadre Rotelec. Et si j'étends donc
à moi, mon expérience, en fait, je vais dans le même sens. C'est-à-dire que pour moi, la grande différence et les grands changements depuis quelques années, c'est la surinformation des consommateurs et des clients éventuels. Clairement, parfois jusqu'à l'overdose, c'est-à-dire qu'on a une surinformation constante, multisectorielle, multiproduit, parfois pour une demande, des dizaines de propositions qui nous ont faites. Évidemment, le digital y est pour 95% de cette donnée-là. Les tendances de fond exprimées, c'est quand même aussi un retour à une consommation intelligente. Commerce de proximité, commerce locaux, c'est-à-dire que à service ou qualité égale, on va privilégier un commerce de proximité, la connaissance du conseiller ou du vendeur, sa recommandation, ça va être très important. On a l'information, comme on l'a précisé précédemment, mais au-delà de cette information, on va vouloir une consommation raisonnée. Je pense que ça, c'est une tendance de fond pour les années à venir. Aussi, je pense que ça vient probablement, en tout cas j'ai envie de le croire, d'une prise de conscience collective de l'urgence climatique qui fait que quand aujourd'hui on consomme, on essaye tous un tout petit peu de se poser la question de la manière, ou plutôt de l'impact que pourra avoir notre acte d'achat sur l'environnement. Et ça, c'est une tendance qui va se développer. On va de plus en plus vouloir consommer sans impact ou en minimisant les impacts. Bien évidemment, ça va prendre du temps et je pense que c'est parti pour des dizaines, peut-être plus que ça, des dizaines d'années et plus, je pense, parce qu'on est devant une urgence climatique qui va en fait devenir concrète et va rentrer dans les mœurs et dans les habitudes. Et donc, ça va nous ramener à un commerce, je pense, de proximité, à un commerce plus intelligent. Ce qui d'ailleurs est un avantage, je pense, et là je reviens au secteur de la vente directe, un avantage pour les entreprises de vente directe. Pourquoi? Parce que beaucoup des entreprises de vente directe ont leur majorité des collaborateurs qui sont sur le territoire français, et pour beaucoup d'entre elles qui fabriquent ou en tout cas entreposent en France, et donc proposent un service de proximité. Donc c'est un avantage, et pareil, cette confiance dans le vendeur, elle est très importante. Donc une fois, pour moi, si je devais résumer, une fois que le client est informé, il a besoin de cette relation de confiance qui s'établit avec le consommateur, avec le vendeur, pardon. Nathalie, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur cette partie client? En fait, je pense que c'est déjà très complet ce que vous avez dit. Alors, je pense que ce qui est effectivement intéressant, c'est ce qu'il faut noter, c'est cette complexité en fait grandissante de l'environnement des équipes de vente qu'on constate depuis plusieurs années ou voire décennies maintenant, effectivement. Et on en aura l'occasion de leur en parler après. Effectivement, le Sales Enablement, c'est une façon de faire face à cette complexité, d'avoir une réflexion, effectivement, comment on peut soutenir en fait les équipes de vente en information, en les aidant à acquérir des compétences nécessaires pour faire face à cette complexité. Et une façon de faire face, c'est aussi développer la collaboration, la coopération au sein des équipes de vente, mais ça, c'est un élément qu'on va peut-être plus aborder après. C'est ça, la transition est toute faite. Donc, on vient, grosso modo, de planter un décor client du consommateur, dans quel état d'esprit il se trouve, quelle connaissance il a. On va passer maintenant, et je vais poser la question à M. Buchmann, sur quel impact, donc ce qu'on vient de dire, quel impact ce changement a-t-il eu sur la force de vente aujourd'hui? Comment vous vous adaptez à ça au niveau commercial? Merci. Effectivement, alors, tous les Français, alors si je parle des particuliers, bien évidemment, on accompagne également les entreprises, les collectivités, etc. Mais si je parle des clients particuliers, tous les particuliers, ou 99,99% des particuliers, ont un compte en banque, très souvent et de plus en plus, ont plusieurs comptes en banque. Je vous rejoins pleinement sur les notions d'information et de surinformation. Aujourd'hui, vous avez accès à toutes les données
qu'elles soient commerciales, tarifaires, les différents taux pratiqués, mais également qualitatives en ligne. Et bon nombre de nos clients, la grande majorité de nos clients, vont à la quête des informations en ligne. Par ailleurs, on a une offre assez similaire. Alors, si je prends les grandes banques traditionnelles, je mets à part les banques en ligne, parfois françaises, parfois étrangères, mais je les mets volontairement à part. Mais si je prends les grandes enseignes, d'ailleurs très souvent dans les villes, elles sont localisées plutôt au même endroit, donc vous faites quelques pas et vous arrivez à voir les différentes grandes enseignes. Les offres sont somme toute assez similaires. Alors, telle banque va offrir le prix d'une carte bleue un peu plus intéressante que l'autre, mais en contrepartie, peut-être que le coût de l'assurance automobile sera à l'inverse un peu moins cher chez l'autre. L'autre paradoxe et l'autre particularité qui va en grandissant, c'est aujourd'hui une banque, en fait, une enseigne offre deux vitrines, offre son magasin, l'agence bancaire, mais offre également sa vitrine digitale. Et dans l'évolution du commerce de la banque, c'est ce point-là aujourd'hui qui est le plus marquant ces 10-15 dernières années, mais plus encore depuis le Covid. C'est désormais 75% des souscriptions de contrats et de services bancaires se font en ligne, 75%. Il y a une dizaine d'années, ça représentait 10-12%. Aujourd'hui, c'est 75%. Aujourd'hui, vous pouvez souscrire un crédit immobilier sans mettre un pied dans une agence bancaire. Vous pouvez souscrire votre crédit immobilier de 200, 300, 400 000 euros en ligne. D'ailleurs, nous entrons en relation avec des clients qui n'habitent pas du tout là sur le Grand Est ou plus ciblés encore en Alsace, qui peuvent habiter n'importe où en France. Simplement avec nos partenaires, notamment les prescripteurs immobiliers avec qui nous travaillons, nous pouvons ainsi entrer en relation avec des clients de partout et mener à bien cet échange commercial qui porte jusqu'à un crédit immobilier entièrement à distance. Une banque performante, c'est une banque qui doit offrir le meilleur, à la fois de manière physique, présence, mais également de manière digitale. Et au final, c'est l'humain qui fait la différence. Parce que quand j'ai évoqué en début de propos que aujourd'hui, bon nombre des clients, notamment les actifs, sont multibancarisés et que les offres sont assez proches, ce qui fait la différence, c'est l'humain, c'est le conseiller commercial, d'où cette notion vraiment essentielle de ce fameux conseil, proposer les offres et services adaptés aux besoins et attentes de chaque client, mais également commercial, à savoir pouvoir conclure, pouvoir proposer cette offre chez nous. Et les deux sont très, très importants. Quand je suis en entretien d'embauche, pour parler de mon métier, je parle souvent de ces… voilà, je prends mes mains en témoin. Ça, c'est le conseil. C'est l'importance du conseil. Et dans le conseil en banque, il faut être honnête, il faut être fiable, il faut être conforme avec la réglementation. Et ça, c'est le commercial. Pour réussir en banque, c'est le mix des deux qui va permettre à nos collaborateurs de réussir, de s'épanouir, d'évoluer en banque, sachant que l'un est aussi important que l'autre. Et c'est dans le métier de conseiller bancaire, vous avez bien là ces deux aspects qui sont vraiment essentiels d'être combinés. Merci, M. Buchmann. Personnellement, ça me fait plaisir d'entendre un responsable départemental de la Caisse d'épargne dire que dans son mix, il y a le conseil et l'humain. J'en suis convaincu et vous avez raison. On est tous, quand on est confronté à notre conseiller bancaire, ce qui fait qu'on reste dans notre agence ou dans notre banque, c'est bien le conseiller, c'est le conseil apporté et la personne en elle-même. Alors forcément, pour moi, la transition, elle est toute faite parce qu'en vente directe, la vente directe n'existe pas sans cette relation humaine et sans ce conseil. Donc, ça reste évidemment une clé
obligatoire dans le secteur que je représente à la fédération, mais plus globalement, pour revenir aux outils, donc on a dû adapter en vente directe évidemment à ces tendances de fond des consommateurs. Il est clair que les outils digitaux aujourd'hui mis à disposition des conseillers de vente et des vendeurs sont obligatoires. C'est-à-dire que pendant longtemps, la vente directe s'est focalisée sur la transmission de l'information, produit ou service proposé par le biais de ses forces de vente, de ses conseillers. On parlait de bouche à oreille pendant très très longtemps, on a parlé de bouche à oreille en vente directe, que ce soit de la vente en réunion, de la vente par réseau, ou même dans l'habitat, hein, très fréquemment quand quelqu'un avait décidé de refaire son isolation ou sa toiture, ça perlait. Pourquoi? Parce que le client était très très content du service rendu et que petit à petit dans le quartier ou dans l'arrondissement, on se retrouvait avec plusieurs clients au même endroit. Ça existe toujours, heureusement, c'est-à-dire que ce bouche à oreille continue d'être vrai. Je pense à la banque, ça doit être pareil. Forcément, dans une commune ou dans un quartier, quelqu'un qui est très content de son conseiller bancaire, il va avoir tendance à le recommander. Heureusement, ça fonctionne toujours comme ça, mais ça suffit pas. Et pour que cette bonne parole, ce bouche à oreille évolue, il faut aujourd'hui utiliser les réseaux sociaux et clairement en vente directe, les entreprises vont mettre à disposition des conseillers et des vendeurs un certain nombre d'outils. Alors, ça va du bon de commande électronique en passant par de la formation pour créer une page Facebook, une page Instagram et la capacité, par exemple, à organiser des visioconférences. Ça a été largement accéléré par le Covid, bien sûr, mais quand on vous dit qu'en vente directe, vous ne pouvez plus vous rendre physiquement et organiser des réunions avec les gens, vous devez trouver des alternatives. Et donc, les alternatives, ça a été la visioconférence et on a essayé d'aller très, très loin et très, très vite dans les sociétés de vente directe. Et je vais aussi simplement reprendre les mots de Jean-Alexandre qui a priori a du mal à se connecter parce qu'il m'envoie des messages, mais n'arrive pas à se connecter. Donc, il est en salle d'attente apparemment. Jessie, si vous voulez le faire rentrer. Donc, lui m'indique qu'il a... Pardon? Je n'ai pas la main, je ne le vois pas apparaître. Ah, bon. Je vais demander à Naël Gate. Oui. Oui, juste lui reconfirmer. Donc lui, il dit la même chose en fait dans son process de vente, donc qui est un peu plus technique puisqu'il faut faire un certain nombre de tests dans l'habitat, des simulateurs pour optimiser les points de chauffe. Il dit qu'il a intégralement digitalisé le processus de vente, il transmet les informations laissées par le consommateur, donc souvent sur le site internet. Donc il récupère les informations, le technico-commercial se rend au domicile du client pour finaliser le devis, la proposition. Tous ces commerciaux sont équipés de tablettes et l'intégralité des informations notées ou transmises à l'entreprise pour finaliser le process est digitale. Et je vais faire juste une petite aparté par rapport à une expérience du e-commerce. On pourrait croire que l'évolution de la consommation et de l'attitude des clients ne concerne que les métiers traditionnels, c'est-à-dire la banque représentée par M. Buchmann, la vente directe qui évidemment a dû revoir ses process. En fait, il faut vraiment comprendre que cette évolution de la consommation a obligé aussi le e-commerce à revoir les outils mis à disposition des équipes back-office, c'est-à-dire derrière l'écran, et notamment pour tous les sites Internet qui ont un service après-vente. Aujourd'hui, le service après-vente est le conseil apporté par des sociétés de e-commerce pure player, donc j'entends par pure player des gens qui ne font que ça, que vendre en ligne, a aussi largement évolué. Vous le voyez d'ailleurs, les sites Internet aujourd'hui dans le process de vente vous offrent un certain nombre d'informations et ou de simplification à l'extrême. Vous avez aussi, théoriquement, ce n'est pas vrai pour toutes les entreprises, mais vous avez souvent une interaction beaucoup plus humaine liée au fait que le e-commerce se rend compte que le côté froid et asynchrone de la vente en ligne a aussi ses limites et ils essayent d'intégrer de l'humain. Donc, dans les outils et les supports qui ont dû évoluer depuis, on va dire, 5-10 ans,
ne croyez pas que seules les sociétés entre guillemets historiques ont dû faire évoluer leur méthode de vente. Non, c'est vrai aussi pour le e-commerce qui souvent adapte ses process et sa communication avec ses clients. J'en veux pour preuve, et vous le savez tous, que régulièrement, quand vous avez passé un achat sur un site internet, fait un achat sur un site internet, vous êtes peu de temps après relancé pour obtenir votre avis, savoir si tout se passe bien. C'est des pratiques qui sont en train de se généraliser et qui permettent de maintenir un lien de confiance avec le consommateur. Donc, les outils et le support a aussi largement évolué. Donc, je suis content parce que je crois que Jean-Alexandre a pu se connecter. Donc, vous allez pouvoir le voir. Alors, Jean-Alexandre, je ne sais pas si tu nous entends. J'espère. En tout cas, sache que je transmets à chaque fois tes réponses. J'ai repris ton document et donc je représente Rotelec. Aucun problème pour moi. On va avancer parce qu'il est déjà 45. Alors, on va déborder un peu. On le savait de toute façon. On va déborder un petit peu. Je vais aller vite et je vous propose, on va mettre de côté le onboarding pour l'instant. On va se focaliser sur un autre point qui est important. En fait, dans votre entreprise, et là je vais m'adresser à M. Buchmann dans un premier temps, comment le rôle du marketing et de la fonction commerciale a-t-il évolué? Plutôt l'interaction entre les deux, entre marketing et fonction commerciale. Quel est le lien et comment ça a évolué entre ces deux services théoriquement différents? Je refais le lien moi aussi avec ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Tout le monde est multibancarisé et on propose tous la même chose. Donc, pour se démarquer, c'est bien évidemment la manière d'accompagner nos clients, mais également le message qu'on souhaite véhiculer. Et dans ce message, il y a la publicité. Et c'est très intéressant de voir les différentes stratégies publicitaires des enseignes. Alors, très longtemps, avec les épargnes, il y avait la fameuse saga animalière. Pendant une dizaine d'années, les pubs à la télé, vous aviez des illustrations par des animaux. On a arrêté ça il y a une dizaine d'années. Le Crédit Mutuel tient actuellement, mise sur les relations familiales. C'est le papa qui est un peu ringard et c'est les enfants qui disent au papa, mais voilà ce qu'il faut faire. Longtemps, le CIC était un petit peu en dénigrant la concurrence, en disant, nous, c'est comme ça, regardez ce qui se passe en face. C'est vraiment très, très intéressant la manière dont les équipes, dont les enseignes cherchent à faire passer leur manière de faire, leur manière de voir la relation commerciale. Aujourd'hui, il est évident que la partie digitale prend de plus en plus d'importance, la partie green également. Nous sommes tous des acteurs responsables dans un contexte ô combien sensible. Et il faut communiquer sur ça. Enfin, pour mon enseigne, pour la Caisse d'épargne, le sport représente un levier de communication très, très important. Alors, nous sommes partenaires premium des Jeux Olympiques de Paris, mais au quotidien, nous sommes aux côtés des fédérations de handball et de basket et de ski, où nous sommes les principaux sponsors, en misant sur les valeurs que représentent ces sports collectifs, mais également sur la réussite française que nous pouvons connaître. Voilà, c'est un tout, c'est de la communication. Par contre, ce qui est important, c'est qu'au quotidien, dans les agences, dans les faits, nous nous inscrivions dans ces notions, dans ce message que nous voulons véhiculer. Donc, pour moi, manager commercial, c'est vraiment mon gros challenge de faire en sorte que mes équipes commerciales s'inscrivent dans ce message de dynamisme, de fraîcheur, de solidarité, de développement durable qui sont mis en avant par nos équipes de publicitaires et de marketing. Super, merci beaucoup. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser Jean-Alexandre se présenter, même si je l'ai un peu fait, hein, pour tout te dire. Et j'ai aussi répondu aux deux précédentes questions pour présenter Rotelec, mais je t'en prie, puis comme ça, tu peux peut-être faire un point, toi, sur justement la relation entre tes équipes marketing et tes équipes commerciales, si tant est qu'il y ait des relations. Tu vas peut-être nous dire qu'il n'y en a pas, j'en doute, mais voilà, on t'écoute, Jean-Alexandre. Oui, bonjour, désolé pour mon retard. Oui. Voilà, donc je suis dirigeant de Rotelec depuis une vingtaine d'années. Et évidemment, en 20 ans, on a vu toutes ces relations entre les outils de vente et les services évoluer très fortement. Donc,
nous, un élément clé chez nous a toujours été évidemment d'essayer de trouver un lien entre vente et marketing et surtout de pouvoir évaluer la qualité des leads que nous transmettions à nos commerciaux et de travailler de plus en plus dans l'instantanéité. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur ce point précis. Pour nous, c'est une clé de succès d'essayer d'avoir une communication descendante, c'est-à-dire bien informer, si vous voulez, les commerciaux de la maturité d'un prospect, quel est son parcours digital chez nous. Quand je parle de parcours digital, c'est je peux être sur Internet, on vend des produits de consommation durable dans le chauffage et dans le solaire. Donc, je suis sur Internet en tant que consommateur. Je commence à faire une simulation sur le site et puis je souhaite être appelé. On va passer par un contact center qui va avoir une information. Donc, j'ai déjà rempli mes coordonnées, j'ai déjà rempli des éléments techniques qui vont être transmis jusque sur le commercial itinérant, le technicien qui va se retrouver chez le client avec toutes ces informations digitalisées déjà dans son outil. Il évite, si vous voulez, de reposer les mêmes questions et d'avoir une sorte de fluidité entre l'opération de marketing, d'acquisition de pistes, qu'on appelle de lead aussi, enfin acquisition de pistes, et le technico-commercial qui se retrouve chez le consommateur, à pas lui reposer les mêmes questions parce que ça peut être un peu ennuyeux, très ennuyeux, et qui peut compléter avec le consommateur les informations techniques sur des outils digitaux qui vont en même temps remonter vers le marketing pour analyse des flux et des opérations d'acquisition. Donc, c'est devenu pour nous un élément clé de succès pour aussi affiner nos messages, trouver les canaux les plus pertinents pour suivre l'évolution des consommateurs dans leur mode de consommation. C'est clair. Merci beaucoup. Merci Jean-Alexandre. Je vais simplement compléter pour peut-être donner j'espère, une vision assez large de ce qui se passe dans les sociétés de vente à domicile et je pense par extension vente par réseau. Une chose est certaine aujourd'hui, le marketing dans une entreprise de vente directe ne peut plus ou ne peut pas se faire sans le terrain. Pendant longtemps, le marketing a pensé pour le terrain. C'est quelque chose qui est plus possible aujourd'hui. Le marketing s'inspire du terrain, des remontées des conseillers de vente et des vendeurs pour créer. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Le problème, c'est inversé. C'est particulièrement vrai en vente directe. Il faut savoir que un des gros avantages de créer aujourd'hui, ça a toujours été vrai, mais une entreprise en vente directe, son gros avantage, c'est qu'une grosse partie du marketing, on parlait de bouche à oreille tout à l'heure, se fait par le vendeur. Donc, le marketing, c'est d'abord le vendeur. C'est lui qui va faire de la publicité pour les produits ou les services qu'il propose. Ça a toujours été vrai et c'est ce qu'on appelait le bouche à oreille. Aujourd'hui, on lui a donné des outils pour renforcer ce bouche à oreille, mais plus loin que ça, étant donné que le consommateur exprime un certain nombre de besoins, que le consommateur, comme on l'a dit avec M. Buchmann, on l'a redit, j'ai pris les mots de Jean-Alexandre, mais le consommateur est beaucoup plus avisé, beaucoup plus informé. On a l'obligation d'adapter notre marketing à la demande du terrain. Ça, c'est très, très important. Quand Jean-Alexandre parle de simulateur, c'est du marketing. C'est un outil qui va permettre de mettre en avant un produit, peu importe ce que vous proposez. Donc, c'est pour moi hyper important de savoir faire à minima interagir les équipes marketing et les équipes de vente. Je dis bien à minima, et plus probablement, je pense que les deux doivent être mêlés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment, un service marketing qui serait complètement déconnecté du terrain ne pourrait pas être efficace et ne rendrait pas service ni à la force de vente, ni à l'entreprise et aux produits en général. Ça, pour moi, c'est vraiment la clé incontournable. Je voudrais, sauf si vous voulez, messieurs Buchmann ou Jean-Alexandre, si tu veux rajouter quelque chose, je voudrais qu'on laisse du temps à Nathalie David pour conclure, mais juste avant, on a une question de M. Four qui dit « Quel rapport y a-t-il entre cette présentation de la banque et la vente directe à domicile, à part le dossier de crédit que le vendeur à domicile utilise comme outil de vente ?» Alors, je pense que dans ce qu'on a dit, on a en grande partie répondu à cette question, mais je vais repréciser, M. Buchmann, si vous voulez, après je vous laisse la parole. Pour moi, et ce qu'a exprimé M. Buchmann, c'est
c'est qu'on voit bien que de toute façon, pour fidéliser sa clientèle, pour l'attirer déjà, et pour la fidéliser, la notion de relationnel et de confiance, elle est clé. Et on l'a vu dans deux secteurs qui sont a priori comme ça, quand on regarde de loin, aussi différents qu'un conseiller de banque et un conseiller à domicile. En fait, on se rend compte que non. À la fin, il n'y a pas tant de différence que ça. Peut-être M. Buchmann voulait compléter pour répondre à la question. Tout simplement, et c'est quelque chose qui a été accéléré depuis le confinement en 2020. Aujourd'hui, l'ensemble de nos commerciaux sont équipés d'ordinateurs portables et ont la possibilité d'aller au domicile des clients pour mener à bien leur démarche commerciale, leur entretien commercial, à l'instar qu'ils le feraient en agence. Donc, il y a une totale autonomie du commercial au domicile du client, ce qui en même temps nous oblige à être extrêmement vigilants sur les éléments de conformité qui sont forcément sensibles dans nos métiers de la banque, de nouvelles règles de conformité, d'utilisation des outils informatiques, de formation, de contrôle qui sont vraiment indispensables. Mais aujourd'hui, il y a autonomie totale de nos conseillers, également le développement du télétravail pour tous les métiers. Alors d'abord métier administratif, mais également la réflexion très avancée pour le télétravail du conseiller. Donc je pense qu'on s'inscrit totalement dans cette vente à domicile et plus encore demain. Très bien. Alors, je suis désolé si vous entendez un bruit de fond, j'ai des travaux, décidément, ce matin. Quand ça veut pas, mais donc, n'ayez crainte, c'est pas en train de s'écrouler, c'est juste des travaux à côté. Merci, M. Buchmann. Je vais laisser la parole à Nathalie David. Juste une conclusion quand même, parce qu'on avait une question qu'on n'aura pas le temps de traiter sur l'efficacité, la mesure de l'efficacité. Pour finir sur le lien qu'il y a entre les différents services commerciaux, parce qu'à la fin, c'est bien de commerce dont on parle ce matin, de commerce en général. Pratiquement aujourd'hui, toutes les sociétés reçoivent des notations. Ça va être des avis Google, ça va être des TripAdvisor pour la restauration. Je ne sais pas s'il y a un système de notation spécifique à la banque, mais à mon avis, ça existe. Il faut savoir que cette notation, elle est impactée par deux choses. Le produit, évidemment, le produit ou le service proposé, c'est une évidence, et le conseiller. Et ça, c'est vrai dans toutes les notions de commerce. Et je pense que ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Avant, vous pouviez avoir un vendeur que vous voyez une fois par an et tout se passait normalement et vous trouviez ça normal. Aujourd'hui, cette relation de confiance et cette notation, elle dépend de ça. Et je pense que c'est ce qui réunit finalement toutes les fonctions commerciales en France aujourd'hui. Nathalie, je vais vous laisser le mot de la fin, ou plutôt l'ouverture de fin, en vous posant la question suivante. Comment, pour vous, on suscite la collaboration dans des équipes commerciales pour augmenter cette performance? Puisque donc on a parlé depuis tout à l'heure de la relation individuelle entre le vendeur et le consommateur et les outils qu'on lui mettait à disposition. Sauf que on sait très bien qu'un individu seul, il est un peu moins efficace que dans une équipe et que dans un collectif. Donc comment on fait, toujours dans ce contexte, pour améliorer la collaboration commerciale? Oui, tout à fait. C'est une question importante, je pense. Et effectivement, c'est aussi un volet qu'on néglige quand même encore souvent quand on parle de sales enablement. On se focalise beaucoup sur la mise à disposition de ressources aux vendeurs d'informations et puis comment on peut augmenter sa compétence individuelle quelque part, comment on peut le former et le rendre plus compétent dans son travail. Et un volet qu'on néglige, c'est effectivement le collectif. Donc, face à ces clients qui sont surinformés, comme on le disait, hein, qui ont accès à une multitude de sources d'informations, ce qui est encore plus vrai en fait dans le B2B. On a pas mal parlé en fait du B2C, donc quand le vendeur est face à un client, un consommateur particulier, mais évidemment quand on est face à une entreprise professionnelle, enfin un client professionnel, c'est encore plus le cas. Donc une façon de faire face à cette complexité croissante, c'est effectivement de mettre en commun les ressources du côté de la vente
et de constituer une entité où on développe une expertise collective. Donc, on dépasse un petit peu l'individu, l'unité de l'individu avec ses compétences individuelles. Donc, l'idée d'une équipe où, en fait, chacun aurait un petit peu les mêmes connaissances, où on fait que dupliquer un certain nombre de connaissances sur les clients, les marchés, le portefeuille de produits. Et on essaye d'atteindre une expertise collective où, en fait, au-delà d'un socle commun, bien sûr, de connaissances que chaque commercial doit avoir, chaque membre peut développer, en fait, une expertise dans un domaine. L'idée étant que ces différentes expertises individuelles soient complémentaires à l'échelle de l'équipe et que chaque membre de l'équipe sait également qui détient quelle expertise dans l'équipe. Donc, en fait, c'est une équipe, on parle en fait d'une mémoire transactive, donc une équipe performante avec une expertise collective où chacun peut s'appuyer sur l'expertise de l'autre qui agit un petit peu comme une mémoire externe. Donc, bien sûr, à l'échelle de l'équipe, ça veut dire qu'on peut augmenter l'expertise totale que si on avait effectivement cette idée de l'équipe où chacun a à peu près les mêmes compétences. Alors, une question qui m'intéresse effectivement, ou qui intéresse beaucoup la recherche, c'est aussi les structures en fait d'échange, de collaboration qui existent dans les équipes. Donc les réseaux qu'on constitue quand les personnes en fait dans les équipes échangent de l'information par exemple ou s'entraident, des liens sont constitués entre individus et l'ensemble de ces liens constitue en fait un réseau. Et on peut s'intéresser à la question quel type de réseau, quelles structures en fait de réseau sont les plus efficaces, conduisent le plus en fait l'équipe vers la performance. Donc là, on a des idées que finalement, en fait, ça dépend de quelle performance on parle. Quand il s'agit, par exemple, de passer rapidement une information dans l'équipe à un commercial, par exemple, sur le terrain, qui aurait eu connaissance d'un nouveau produit qui a été lancé par un concurrent, le plus efficace, c'est de passer cette information-là, par exemple, au manager de l'équipe, qui va le diffuser à l'ensemble des autres commerciaux. Donc, une structure centralisée de partage d'informations qui est donc particulièrement adaptée pour des informations assez simples et qui doivent être diffusées donc rapidement. D'autres types de structures sont plus efficaces quand il s'agit, par exemple, de problèmes plus complexes, quand il s'agit de trouver des solutions créatives, développer en fait la créativité pour un projet ou par exemple pour composer une offre de plusieurs produits, plusieurs services où l'équipe doit collaborer, une structure de coopération plus dense et ça a été montré, hein, et plus efficace, c'est-à-dire que ce n'est pas une structure centralisée où tout doit passer par le manager, mais où les différents membres de l'équipe coopèrent ensemble de façon décentralisée. C'est beaucoup plus efficace quand on veut atteindre la créativité. Donc en fait, un élément important, c'est de savoir aussi de quel type de performance on parle. Alors, un autre aspect qui me paraît assez important, c'est aussi qu'on n'échange pas que des connaissances dans une équipe, hein. Il y a aussi, à travers en fait une équipe collaborative, on a accès à d'autres types de ressources, par exemple du support, donc des ressources plus affectives, hein, comme on les appelle, en opposition aux ressources instrumentales, qui sont des connaissances, par exemple. Donc, les ressources affectives, quand je suis intégrée dans une équipe collaborative, eh bien, je me sens soutenue, je me sens moins seule, en fait, dans mon travail face aux objectifs que j'ai, ça me donne une certaine sécurité. Ça me donne aussi accès à du feedback. Hier, dans une des séances de présentation de travaux académiques, on a eu une présentation très intéressante sur le syndrome de l'imposteur. Donc c'est un phénomène qui est apparemment assez développé dans les équipes de vente.
Le fait d'avoir accès à une équipe collaborative peut, par exemple, atténuer ce syndrome de l'imposteur parce que j'obtiens du feedback de mes collègues sur mon expertise, mes compétences et je me sens effectivement, je me sens plus sûre, ça me renforce dans ma position et ça augmente ma perception d'auto-efficacité. On peut aussi, bien sûr, être plus résilient face ça aussi, on a vu hier dans une des sessions de présentation et dans les vidéos, ça a été thématisé également. On sait que le métier de commercial, on doit faire face à des échecs également. Donc, le fait d'avoir une équipe assez soudée, collaborative, permet aussi aux individus d'être plus résilients face à ce type de contretemps. Donc, des ressources diverses en fait qui sont échangées dans une équipe collaborative et qui du coup participent au sales enablement d'un sens un peu plus large. Alors une question importante, je ne sais pas si j'ai encore le temps, Frédéric. Une question importante qui se pose, c'est comment on peut encourager cette collaboration. C'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel dans le domaine de la vente. Alors, je sais qu'effectivement, il y a de plus en plus d'organisations qui mettent en avant l'importance du collectif, mais bien souvent, ce que j'ai vu aussi dans mes propres expériences, le commercial est encore quelqu'un qui travaille de manière indépendante, en autonomie, qui gère son territoire, qui gère sa clientèle. L'organisation elle-même met l'accent sur des objectifs individuels de performance, rémunère l'atteinte d'objectifs individuels, ce qui peut être en fait contre-productif par rapport à la collaboration. On a fait une étude notamment sur cet aspect-là avec des co-auteurs. On a regardé comment la motivation extrinsèque de vendeurs, donc la motivation qui est orientée vers plutôt vers des éléments externes au travail lui-même, donc par exemple la rémunération. Donc les gens qui sont particulièrement motivés par la rémunération, par exemple, échangent moins d'informations, collaborent moins avec leurs collègues. Et ce qu'on a trouvé aussi, c'est que ceux qui échangent de l'information, qui ont une forte motivation extrinsèque, vont le faire de manière très limitée dans des échanges dyadiques, vraiment avec un acteur sélectionné, avec un échange de réciprocité directe, comme on dit, c'est-à-dire je donne seulement si j'obtiens quelque chose en retour de cette personne. Ce qui bien sûr n'est pas correspond pas vraiment à cet état d'esprit du collectif. Donc, une question importante, c'est la motivation. Donc, qu'est-ce qu'on encourage en tant qu'organisation? Attention aux objectifs individuels, effectivement, et aux primes à la performance individuelle qui conduisent vers des comportements plus compétitifs et effectivement moins collaboratifs. Alors, d'autres volets sur lesquels on peut agir qui sont importants, il y a la culture, bien sûr la culture de l'organisation dans son ensemble et puis de l'équipe. Donc, est-ce qu'on est dans une culture d'échange où en fait la collaboration est valorisée globalement à l'échelle de l'entreprise? Et puis dans l'équipe, est-ce qu'on a un climat de sécurité? Donc, est-ce que les gens se sentent en sécurité pour partager leurs informations? Souvent, les gens ne souhaitent pas partager des informations importantes parce que c'est quand même une source de pouvoir ou une source de stabilité. On pense en fait quand on partage, on risque d'être remplacé plus facilement. Donc, quand il y a un climat de sécurité dans une équipe où le manager montre l'exemple aussi, partage lui-même, elle-même de l'information avec ses équipes ou avec d'autres équipes de l'entreprise, ça favorise effectivement la collaboration entre commerciaux. Et puis le dernier élément qui est important à mon avis, c'est la sélection. Il y a bien sûr des individus qui sont plus orientés vers le collectif, vers la collaboration, que d'autres qui sont
plus compétitifs, plus orientés vers focalisés sur leurs objectifs individuels. Donc, moi, je dirais que ces 3 volets sont vraiment à garder en tête. Effectivement, la motivation et qu'est-ce qu'on encourage en tant qu'organisation, qu'est-ce qu'on a comme culture dans l'entreprise, dans son ensemble, et puis dans l'équipe, et quel type d'individu on souhaite sélectionner pour favoriser la collaboration. Voilà un petit peu le... Merci beaucoup, Nathalie. Il va falloir qu'on conclue cette table ronde, puisqu'il est 10h10, il nous reste 5 minutes de pause. J'ai déjà mangé 10 minutes. J'ai mangé 10 minutes de la pause avec cette table ronde, donc je pense que ça a mal se passer avec les organisateurs. Non, c'est pas vrai. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci, Monsieur Buckman, donc de la Caisse d'épargne, qui est responsable départemental. De quel département? Bas-Rhin. Du Bas-Rhin. Le Bas-Rhin. Tout à fait. Donc, Jean-Alexandre Grunielius, président du conseil de surveillance de Rotelec, qui est un spécialiste du chauffage à inertie. Pareil, dans l'Est. C'est ça, dans le Bas-Rhin aussi. Exactement, dans le Bas-Rhin. Nathalie David, donc enseignant-chercheur à l'EM Strasbourg. Merci beaucoup, Nathalie, pour l'ouverture et l'introduction de cette table ronde. Merci pour votre temps. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans la conversation, je vais déconnecter dans 2 minutes. J'essaierai d'y répondre et je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée. N'oubliez pas de vous connecter sur les sessions qui suivent. Bonne journée à tout le monde.